Bonjour Sylvain Ferreira de Veille Stratégique et bienvenue dans cette matinale de Bonjour, géopolitique profonde. bonjour à Comme, tous. comme tu peux le voir, on est parti dans des octaves élevées de colère, évidemment. On va pas, d'ailleurs, avec toi, je pense, baisser en intensité. Ça va plutôt être l'inverse. On va continuer à monter très haut et voir un petit peu l'aspect concret. Parce que là, je me suis un peu laissé aller à des théories formelles sur la Constitution, sur les uns et les autres. Mais bon, après, derrière, il y a du réel. Le réel, c'est que la France, par exemple, est tombée en récession depuis quelques jours. Qui dit récession dit emploi en moins, dit recettes fiscales en moins, dit récession en plus, cercle vicieux, mais il y a des gens qui perdent leur emploi. Hein, quand on parle de croissance, c'est très abstrait, ça. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Celui qui s'était targué, là, le petit Mozart de la finance, finalement, grâce à son génie économique et financier, d'avoir pratiquement rétabli le plein emploi, on va avoir un écroulement microéconomique dans les jours et les semaines à venir, et ça va avoir un élément concret sur les gens. C'est ce que j'essaie d'expliquer quand les gens disent oui, mais bon, on s'en fout des politiciens, mais ça a quand même encore une incidence sur nous. Voilà. Et avec Sylvain Ferreira, on rentre dans le concret, c'est pareil. Je pense que ce qui l'a fait connaître, Sylvain Ferreira, au plus grand nombre, même si évidemment il avait déjà une science en matière militaire, par exemple, sur le plan historique, c'est lorsque l'abstrait, le hors-sol, s'est confronté au concret. Lorsqu'on a cru qu'il suffisait de communiquer pour gagner la bataille en Ukraine. Eh ben non, c'est pas si simple. En face, il y a non, là on tombe dans le réel, on tombe dans le dur, et dans le dur, des fois ça fait mal. Tant mieux d'ailleurs. On se brûle les ailes. Icare s'est brûlé les ailes. L'Occident est en train de se brûler les ailes. Sylvain, peut-être commencer. J'en ai déjà trop dit et trop parlé. Te laisser la parole peut-être avant la géopolitique, parce que je te sais aussi à garder toujours un œil sur la situation de ton pays, qui est mon pays, qui est notre pays, la France. Comment trouves-tu la France gouvernée? Y a-t-il un risque, c'est le thème de cette émission aujourd'hui, de cette matinale, y a-t-il un risque finalement de voir la France disparaître, d'abord dans une espèce de chaos politique, anomique, et puis finalement se dire autant intégrer tout de suite un grand ensemble européen, puisque le temps des nations est passé? Ah bah certainement pas. Déjà, dire que le temps des nations est passé, c'est être un piètre observateur du monde autour de nous, hein. C'est plutôt le retour des nations. Alors, c'est certes pas le retour des nations européennes, des grandes vieilles nations européennes de l'Ouest, mais on remarque déjà que dans l'espace européen, il y a des nations qui n'ont pas encore complètement abdiqué parce qu'il y a le retard qui est lié au fait qu'elles ont passé un petit hiver historique dans le bloc soviétique, qui n'a pas du tout éteint leur patriotisme, etc. Et qui, ce patriotisme est intact, s'est réveillé, même s'ils profitent beaucoup de l'Union européenne, ils n'ont pas oublié certaines choses. Et puis, on constate qu'un peu partout, même si des verrous essayent de refermer des portes, on voit bien en Roumanie, on voit bien dans d'autres pays d'Europe des peuples essayer de se réveiller. On a vu la France avec les Gilets jaunes à l'échelle de l'histoire. Les Gilets jaunes, c'est il y a 2 heures, c'est même pas hier. Hein, c'est des mouvements qui sont encore très, très proches. Donc, premièrement, c'est pas la fin des nations, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire pour nous faire baisser les bras. La France disparaîtra pas parce qu'au contraire, je pense que tout ce qui est en train de nous arriver, bon an, mal an, c'est ce qu'il nous faut. On revient toujours à ce que disait le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand tout va bien, on est un peuple qui a légitimement tendance à profiter du bonheur et des conditions du bonheur qu'il a si durement mis en œuvre à travers son histoire. Et puis et donc ça va chier un petit peu. Et puis quand le tragique revient, eh bien la France, le peuple français a toujours été à la hauteur du tragique. C'est ça qu'on oublie. Et aujourd'hui, on a besoin de ce tragique pour nous rappeler à la mémoire de ce que nous sommes, à l'éveil de ce que nous sommes. Et moi, je vois tout ça plutôt d'un bon œil, parce que même si pour des tas de gens, ça crée des difficultés déjà depuis longtemps, ça va en créer de nouvelles pour d'autres gens, eh bien, puisqu'il faut ça pour vous réveiller, eh bien, c'est comme ça, c'est tout. Faut l'accepter. C'est dommage qu'on ne puisse pas être capable de se dire qu'on va rester éveillé tout le temps, mais c'est fatigant.
Hein, moi, je déteste, j'en ai déjà parlé une fois ici, les gens qui pointent les Français en disant ah bah oui, mais ils pensent qu'à leur bonheur, etc. Mais les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui n'ont pas à bosser 8 heures par jour. C'est des gens qui n'ont pas leur gosse à emmener à l'école le matin, à récupérer le soir et se taper la journée de 8 heures. C'est des gens qui sont bien tranquillement assis devant leur PC. Les Français ne sont pas des feignants. Les Français sont un des peuples les plus productifs, hein, contrairement à toutes les bêtises qu'on nous raconte à longueur de temps sur les Français ne travaillent pas assez. Si, mon pote, les Français ils travaillent assez parce qu'ils sont plus productifs que les autres, bande d'imbéciles. Hein, donc, on peut baisser le temps de travail puisqu'on produit plus en moins de temps. Voilà. Alors, c'est en train de péricliter parce que l'éducation nationale s'est effondrée et qu'on fabrique de plus en plus des chauffeurs, des livreurs Uber, même pas des chauffeurs parce qu'il faudra encore qu'ils aient le permis. Mais on fabrique des livreurs Uber au lieu de fabriquer des ingénieurs. Mais peu importe, il y a quand même des savoir-faire qui ne sont pas encore complètement tombés par terre, qui peuvent renaître très rapidement. Et de toute façon, la France, ça a toujours été dans ces dynamiques-là, c'est-à-dire que quand le tragique nous ressaisit à la gorge, le réveil n'en est que plus fort, n'en est que plus beau. Hein, tous ceux qui sont passés, comme le disait Malraux, par les caves sombres de la résistance à se faire tarter par la Gestapo, ils nous ont offert tous, de gauche, de centre, d'extrême droite, ils nous ont offert le programme du CNR sur lequel nous avons prospéré pendant plus de 60 ans. Donc, on peut renaître, on peut se réveiller. Et j'espère qu'on n'aura pas repassé par les caves de la Gestapo. Mais voilà, s'il faut passer par d'autres fourches codines, on le fera. Et ceux qui doutent de ça sont ceux qui ne veulent plus croire en nous, ceux qui finalement n'y ont jamais vraiment cru. Donc, bon, ces gens-là passeront. Hein, moi qui suis historien, je sais que ces gens-là, on les oublie. Hein, on les voit passer et puis on les oublie. Qui se souvient, à part de la figure de Pierre Laval, qui se souvient du nom des ministres de la fin de la Troisième République, on va dire, de 1933 jusqu'au déclenchement de la guerre? On les a oubliés, ces types-là. Ces types-là sont, excusez-moi cette expression, ils sont tombés dans les chiottes de l'histoire. En 1945, on a tiré la chasse et on a oublié qui ils étaient, et puis c'est terminé. Et on oubliera ceux d'aujourd'hui de la même manière. Voilà, en espérant qu'ils finiront comme Pierre Laval. Qu'ils finiront comme Pierre Laval, ça, ah oui, c'est… Ah oui, parce que c'est ce qu'ils méritent. Sauf que il ne t'a pas échappé que jusqu'à présent, on avait évité la catharsis de la guerre. Ils nous tiennent toujours au bord de ce précipice, mais ne vont jamais jusqu'à ce point qui a permis à l'élite. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais étudiant, j'étudiais beaucoup Pareto. Et ce sociologue politique expliquait que sans guerre, le renouvellement des élites était compromis, qu'on conservait, parce qu'il fut un temps, en effet, alors évidemment, c'est pas seulement la guerre, puisque petit à petit, le ratio entre les élites qui mouraient à la guerre, alors on va m'objecter, oui, mais c'est une horreur, 14-18 a été une boucherie pour l'élite, et c'est de ça aussi dont on s'est jamais remis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fut un temps où l'élite se saignait, et c'était son rôle d'ailleurs de le faire, de défendre la patrie, et ça lui permettait un renouvellement de l'élite, plutôt que d'avoir des élites qui sont comme Bayrou aujourd'hui, c'est-à-dire des espèces d'inutiles, des espèces de moules qui s'accrochent à leurs rochers, et que rien, aucune marée, aucune tempête, là pour le coup, il n'y a pas de variation climatique, mais de façon météorologique chez nos politiques, et donc ils réussissent à conserver le pouvoir. Or, la chrétienté a ce site paradoxal, c'est qu'elle passe un message de paix universel, et en même temps, nous n'avons jamais cessé de faire la guerre, et que je pense que finalement, c'est parce on n'a pas eu vraiment de guerre depuis un moment, en particulier les Français, parce qu'en 40, elle a été très raccourcie, c'est le moins qu'on puisse dire, et que donc, nous mettons peut-être nous sommes aujourd'hui dans une espèce de fin de cycle, parce qu'il faut absolument trouver un autre moyen que la guerre pour se débarrasser de l'élite, c'est-à-dire grandir, devenir une démocratie adulte, mais ça, on n'en est pas capable. Ah bah si, on en est capable, simplement l'autre épisode que la guerre, il a un nom, ça s'appelle la Révolution, c'est tout. Ah bah oui. Voilà, oui. Voilà, c'est tout. Donc j'invite nos auditeurs à lire les livres de Michel Maffezoli sur tout ce qui concerne le temps des soulèvements. Je ne cesse de le dire, les Gilets jaunes, c'était une insurrection qui a failli basculer dans la Révolution. Le pouvoir a bien joué. On peut considérer qu'à l'aune de la comparaison historique, c'est un peu ce qu'avait réussi Nicolas II en 1905 avec la première révolution russe. Il s'est pris 1917 dans la figure. Et puis voilà,
C'est tout. Donc, à force de prendre les gens pour des idiots et de les mettre dans des conditions objectives, hein, parce que là, faut relire intelligemment Marx, hein, faut pas faire la fine bouche. Les conditions vont arriver. Vous rappeliez tout à l'heure tout ce qui va se passer en termes de récession, en termes de perte d'emploi, etc. Quand les gens ont fait les gilets jaunes, c'était par rapport le petit levier, c'était la taxe sur l'essence. Bon, et qui mettait les gens dans des difficultés colossales. Mais demain, ce que nous fabriquent les Bayrou et consorts, c'est pas ça. C'est un frigo qui est vide. Et quand les gens ont un frigo qui est vide, eh bien, tous les gens qui étudient les phénomènes révolutionnaires, pas insurrectionnels, les phénomènes révolutionnaires savent que là, la colère, c'est pas quelques CRS qui vont l'arrêter. C'est pas quelques gendarmes qui vont l'arrêter. Peut-être même d'ailleurs, les gendarmes et les CRS finiront-ils enfin par se comporter comme les gardes françaises en 1789, hein, et à rallier le prolétariat auquel ils appartiennent, comme le disait si bien Pasolini. C'est tout. Donc là, les conditions objectives ne sont pas encore complètement réunies. Nos Mozart de la finance sont en train de les créer, hein, ils sont en train de les mettre bien à plat pour que le boulevard soit complètement ouvert. Et quand ce sera le cas, et qu'il y aura beaucoup trop de gens qui n'auront plus rien pour nourrir déjà leur propre personne et puis ensuite leurs gosses, eh ben ça se paiera dans le sang. Et puis c'est tout. C'est l'histoire qui est ainsi faite. Ils y couperont pas, et c'est pas parce que il y a tous les mécanismes qu'ils utilisent aujourd'hui pour essayer de détourner l'attention, de faire peur, etc. Quand vous avez le ventre vide, il n'y a plus rien qui peut vous tenir en place. Hein, c'est terminé. Donc, et tout ça, les empereurs romains le savaient. Enfin, tous les gens qui ont dirigé un jour dans l'histoire le savent. La disette, la famine, c'est le moment où là, vous ne pouvez plus tenir. Parce que quand les gens ont faim, ils sont inarrêtables. Et donc, malheureusement, ils sont en train de créer des situations qui vont amener des millions de Français à se retrouver face à cette difficulté colossale. Et là, la colère, elle sera inarrêtable. Puis-je t'objecter quelque chose pour te pousser un peu dans tes retranchements? Oh, ben vas-y. On est là pour ça. Historien de la guerre. Historien de la guerre. Mais la guerre, en effet, en Occident, c'est plus du domaine de l'histoire que du présent et du futur. En tout cas, c'est ce qu'on nous a fait espérer. Est-ce que l'arme nucléaire a quand même, semble-t-il, permis, peut-être pas éternellement et définitivement, mais de suspendre. Et si elle est utilisée demain, elle sera tellement radicale, cette guerre, qu'on ne pourra en espérer aucun élément salvateur. Moi, la question que je te pose, Sylvain, c'est est-ce qu'éventuellement, même si ces conditions vont arriver, alors là, ça n'en pas douter, on va avoir des situations, on va être dans des situations très similaires à ce qui a pu occasionner et provoquer des révolutions. Par contre, est-ce qu'il y a encore un peuple révolutionnaire? Est-ce qu'on est en mesure de faire, même si février 34 qui a échoué, il fallait se les taper. En face, tu avais des gars républicains, c'était autre chose que des flashballs. Les gens pleuraient, alors c'est horrible, pleurent parce qu'ils ont perdu un œil ou qu'ils se sont fait arracher une main. Sauf que le 6 février 34, c'est sabre au clair qu'ils y sont allés, tac, et ils en ont tué plus d'une dizaine, une quinzaine. Mais c'était ceux qui étaient en face, c'était des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, il en fallait plus pour leur faire peur. Et un flashball, ils auraient collé une torgnole au mec qui était en face, ça aurait été vite réglé. Mais est-ce que finalement, on déplore le manque de courage ou le fait qu'il faudrait retrouver le courage? Mais c'est bien beau de dire il faudrait retrouver le courage. Mais déjà, de quel courage parle-t-on? Et puis, et comment on le retrouve? Parce que le courage, ça se forge dans le quotidien, ça se décrète pas. Est-ce qu'on est encore en mesure aujourd'hui, Sylvain, de faire une révolution, nous les Français, nous le peuple français, ou est-ce qu'on est un peuple trop vieux? Question. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est la façon dont l'observateur pose cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est les clercs, ce qui reste des clercs de ce peuple, qui n'a quasiment pour majorité, moi je le constate depuis très longtemps, de contact avec la population, avec les gens du réel, du concret. On est là à se dire ah bah oui, ceci, cela, ils veulent plus. Mais ils veulent plus quoi? Mais s'ils veulent plus, c'est vous qui voulez plus. C'est-à-dire, est-ce que tous ces intellectuels qui nous parlent de cette manière-là, alors qu'ils ont passé les 50 balais, ils en ont encore des cojones pour faire la révolution? Ben, la réponse, elle est non. Bien sûr, mais moi j'ai un gamin qui est dans tout ce qui est intendance manutentionnaire, etc. Bah, il a bientôt une trentaine d'années.
s'il faut y aller, il ira. J'ai aucun doute. Et je sais qu'il y a plein de jeunes, moi je le vois en tant qu'entraîneur sportif, alors même si c'est vrai qu'il y a une qualité physique qui a baissé parce que l'éducation nationale, on pourra un jour faire une émission sur ce que l'éducation nationale fait avec la condition physique de nos enfants, ce qui est catastrophique. Mais à la fin, quand vous êtes fâché, quand vous êtes en colère et que vous n'avez plus à bouffer, le courage, il vient tout seul. C'est ça qu'on oublie, parce que les gens qui parlent de tout ça sont des gens qui n'ont jamais eu faim. C'est des gens qui n'ont jamais eu un problème pour boucler la fin de mois. C'est ça le problème. Hein, moi, je me suis retrouvé dans des situations dans ma vie personnelle d'être père célibataire avec un enfant à charge et puis à toucher 1200 balles par mois avec un loyer de 600 euros pour vivre. Bah, croyez-moi, ça vous pose les choses. Alors moi, j'ai pas eu besoin de tout ça parce que j'ai des modèles à travers mes grands-pères qui m'ont toujours dicté ma conduite. Et je sais que le déficit pour nos jeunes, c'est de ne plus avoir ces générations de grands-pères qui avaient vécu au moins une des deux guerres mondiales. Mais peu importe, peu importe. Maintenant, tous les gens qui sont depuis des années en train de nous dire « Ah, les Français, ceci », je les entendais déjà en 2017 avant les Gilets jaunes, hein, parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'ai la mémoire qui fonctionne pas trop mal, ça m'aide dans mon métier. Moi, je me souviens en 2017, mon camarade et maître Laurent Henninger, je discutais souvent avec lui, il me disait « Oh, j'y crois plus et tout, c'est fini ». Et puis bim, les gilets jaunes. Voilà, parce que les gens, à force d'être enfermés à Paris, d'être enfermés dans leur cercle et de ne plus être en contact avec la population et avec une réalité. Hein, je te dis, moi, quand tu n'as plus que 1200 balles par mois comme paye et puis que tu as des gosses et que tu as un loyer, etc., bah, tu sais ce que c'est que le dur. Tu sais ce que c'est que de compter au supermarché par rapport aux tarifs, etc. Tous les gens qui nous parlent du courage du peuple français, qui nous donnent des grandes leçons sur est-il révolutionnaire ou pas, mais ces gens-là, ils n'ont jamais compté un euro de leur vie. Voilà. Hein, et ils sont bien assis dans des rentes. Alors tant mieux, parce que pour certains, c'est des intellectuels brillants, mais pour le reste, ils ont un rapport au concret qui n'est pas le même que celui que moi je peux avoir, à la fois en tant qu'homme, en tant que père et même aujourd'hui encore en tant qu'entraîneur, quand je vois mes gamins, ou que j'ai pu avoir en tant qu'enseignant dans des banlieues difficiles ou ce genre de choses. Voilà. Donc moi, je suis tout à fait confiant. Tu es confiant. Ce qui est vrai, c'est que pour avoir participé aux manifestations et aux premières manifestations d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, il y avait, j'ai entendu ces jours-là, le peuple rugir. Il faut entendre vraiment le peuple rugir pour comprendre de quoi on parle. Hein. Ah oui. C'est vraiment, ça n'a rien à voir même avec les Black Blocs, avec la violence de certaines manifestations. Il y avait vraiment quelque chose. Et tout ce qui nous passait par les mains nous les était envoyé avec une force collective assez inimaginable. Mais justement, il y avait cette force collective, mais il n'y avait pas celui ou celle qui a su, à ce moment-là, se mettre à la tête du cortège. Donc il y a à la fois la question, semble-t-il, résolue de oui, on ira s'il faut y aller, mais il y a aussi la question du leader. Le leader en 40 ou en 45, il y avait De Gaulle, il y a eu la guerre. La guerre forge les leaders. S'il n'y a pas de guerre, qui va forger les leaders de demain, Sylvain? Je vais te répondre en revenant à ta question initiale, qui est celle de la démocratie adulte. Et je vais te faire du Francis Cousin. Il est plus l'heure d'avoir de leader. Il est l'heure d'avoir un peuple qui soit à la hauteur de son histoire collectivement, avec comme autrefois chez les Germains, hein, des chefs qui sont capables de faire de la stratégie, hein, comme l'étaient les stratèges d'Athènes. On leur délègue une mission de stratège, mais c'est pas eux qui doivent ensuite être les chefs. Il faut que le peuple devienne enfin son chef. C'est ça le mouvement historique auquel on doit finir par aboutir. C'est-à-dire qu'il y ait des voix qui soient là, qui s'élèvent un petit peu plus que les autres parce qu'ils ont une conscience politique qui est plus aboutie. Oui, mais il faut arrêter avec cette histoire. Et pourtant, hein, le gaulliste que je suis et le maurassien de formation que je suis, c'est ce que c'est l'intérêt d'avoir un chef, etc. Je ne le nie pas, mais je dis que maintenant, si on veut passer à l'âge adulte, il va falloir se débarrasser de ce problème-là. Et il va falloir que ce soit le peuple qui soit capable seul de s'assumer en tant que tel. Alors, c'est des grandes phrases, hein, c'est pas un claquement de doigts que ça va se faire, mais c'est vers ça vers lequel il faut tendre. Alors oui, il y aura peut-être des gens
moi, je regarde un peu ce que fait le camarade Pierre-Yves Rougeron depuis des années, qui est un ami. Je trouve formidable la façon dont il a géré le cercle Aristote pour former des cerveaux dans la jeunesse française. Parce que ça, c'est pareil, on nous dit toujours, les jeunes, c'est des idiots. Mais allez dans les cercles de province, allez, alors bien sûr au cercle Aristote à Paris, mais allez voir la jeunesse française vivante qui a une vingtaine d'années dans les différents cercles de province que Pierre-Yves a mis en place. Et il faut lui rendre grâce d'avoir fait ça, parce que c'est la meilleure chose qu'il fallait faire. C'est donner à cette jeunesse qui est généralement patriote, qui est ouverte sur les problèmes essentiels de la nation et qui a une culture historique ou qui essaye de s'en forger une, qui essaye de se forger des outils intellectuels et politiques. Et ben ces gamins-là, je dis des gamins, c'est avec beaucoup d'affection, ils ont environ entre 25 et 30 ans, c'est eux demain qui, là où ils sont, joueront des rôles essentiels, non pas pour devenir forcément un chef qui va diriger tout seul, mais justement pour structurer des mouvements supplémentaires et les agréger autour d'eux. Et moi, je trouve que c'est formidable ce que Pierre-Yves a fait. Je le salue à cette occasion. Et c'est ça qui me fait dire aussi, non, désolé les gars, il y a des jeunes qui essayent d'avancer. Moi, j'ai fait une conférence au tout début quand je suis arrivé dans le Nord au cercle à Lille, le cercle d'Artagnan. C'était formidable de voir tous ces jeunes qui étaient dans une appétence de politique, d'histoire, etc., et la qualité de ces gars au niveau moral. Donc non, on n'est pas foutu du tout, pas du tout. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.